Le destin de notre invitée n'était pas écrit d'avance. Elle ne devait pas être comédienne. Elle n'était pas censée devenir metteuse en scène non plus. L'écriture de spectacles, de pièces de théâtre, elle n'osait même pas y penser, même pas en rêver. Mon chemin de danseuse était tout tracé, dit-elle. Parce que son univers d'enfant et d'ado, c'était la musique classique, le ballet, le conservatoire. Mais voilà, son histoire, elle a voulu l'écrire autrement, par elle-même, en subissant d'abord un peu, en acceptant tous les rôles qu'on lui proposait, et pas forcément ceux qui mettaient en avant ce qu'elle avait à dire, puis en s'affirmant de plus en plus, en apprenant à dire non. Est-ce que c'est le conseil qu'elle donnerait aux jeunes comédiennes qui se lancent aujourd'hui? Apprendre à dire non aux réalisateurs qui voudraient les mettre nus de façon un peu gratuite dans leurs films. Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Mathilde Amet et merci d'avoir accepté notre invitation ici dans ce lieu magique, le Dôme Tournon au Sénat. Vous avez dit un jour, et je l'ai lu en préparant cette interview, j'ai été à poil pour un oui, pour un non. On trouvait toujours le moyen de me foutre à poil. Apprendre à dire non au rôle pas forcément très valorisant. Est-ce que ça pourrait être le conseil que vous donneriez aux actrices qui ont envie de se lancer aujourd'hui? Je crois qu'elles savent aujourd'hui dire non davantage. Moi, je suis issue d'une génération où, dans les années 90, il y avait une méthode, un fonctionnement autour des actrices et de leur plastique. Il y avait une mode. Enfin, on n'est plus dans... Les choses ont évolué assez rapidement, d'ailleurs. Il faut quand même le voir avec le recul. Je me rends compte que les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont plus du tout le même rapport, d'abord à elles-mêmes, à ce qu'elles veulent raconter. Oui. Et je ne crois pas qu'elles soient dans la même, on va dire, discipline et formatées de la même manière. Moi, j'osais rien, j'osais pas dire non, j'étais toute... Vous vous excusiez d'être là, presque. Oui, puis j'étais dans une espèce de rapport de reconnaissance au fait qu'on veuille bien de moi, que j'étais acceptée dans un milieu qui n'était pas du tout prévu à la base. Et je suis issue de... J'ai des parents immigrés qui donc ont fait profil bas pour être acceptés, intégrés. Je crois que ça déteint forcément. Vous dites que les jeunes filles ont changé, c'est aussi ce mouvement MeToo. Quel a été votre regard d'ailleurs, ce mouvement MeToo d'affirmation de soi, tel qu'on est, sans qu'on nous change? Alors on parle toujours de la libération de la parole. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt les oreilles qui se sont ouvertes. La parole, elle a toujours été là. Les femmes ont toujours... plus ou moins crié. C'est pas né du jour au lendemain. C'est juste qu'il n'y avait pas le contexte, le cadre pour entendre ces voix, entendre ces femmes. Donc moi, je suis émerveillée par la rapidité de ces changements. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui doivent un peu flipper en ce moment, et tant mieux. Sur leur comportement, leurs agissements. On reste, pour moi, la vraie guerre profonde sociétale, elle est entre les hommes et les femmes. Souvent, il y a des clichés autour des femmes entre elles, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que la violence, elle se situe dans ce rapport hiérarchique entre les hommes et les femmes et dans cette toute-puissance exercée par les hommes depuis la nuit des temps. C'est très long et compliqué de bouger ça de l'intérieur, dans même les institutions, l'État, le fonctionnement d'une société. Donc mais je trouve qu'il y a, depuis effectivement ce grand mouvement, et on le voit aujourd'hui en Iran, des choses qui ne sont plus possibles, et c'est très bon signe, très encourageant. Vous en voulez, vous, à certains réalisateurs ou comédiens qui ont profité de votre côté sage, discipliné de danseuse aussi, parce que vous aviez ça, vous aviez appris la discipline avec la danse. Là non plus, on ne dit pas non. J'étais formatée, j'étais formatée, conditionnée pour, dans un monde de discipline, effectivement, où une des premières choses que j'ai apprises, c'était à me taire. Donc à ne pas répondre. Il y avait cette toute puissance des professeurs de danse classique, et dans certaines institutions encore aujourd'hui, quand les murs sont très épais, on ne sait pas jusqu'à quel point là aussi il y a une hiérarchie entre les enseignants sur certains métiers. Là, en l'occurrence, la danse classique particulièrement dure, et avec des méthodes qui n'avaient pas beaucoup évolué depuis la naissance, je pense, de la danse classique. Donc, et une fois dans le cinéma, certains ont profité de ce côté-là, de vous? Il y a eu de la colère en vous? Moi, je pense que certains... Oui, bien sûr qu'il y a eu de l'abus. Bien sûr qu'il y a eu de l'abus. J'étais une proie idéale. Une proie de maltraitance psychologique. Et ça, je le dis, c'est compliqué d'évoquer les choses douloureuses quand on a été un peu
célébrée d'une certaine manière. C'est-à-dire que la célébrité est tellement associée à la réussite sociale que c'est compliqué d'avoir un regard critique là-dessus. Pour autant, être une jeune fille avec un physique attrayant à l'époque, c'était une chose qui compliquait les relations entre réalisateur tout-puissant et la petite jeune qui était facile à maltraiter parce qu'on sentait bien, de façon animale, que j'allais pas me rebeller, que c'était facile, quoi. Et on en reparlera parce que c'est effectivement au cœur aussi de votre pièce de théâtre Make-up au studio Marini et c'est intéressant, mais on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord jeter un coup d'œil à votre filmographie parce qu'elle est quand même très impressionnante. Ça commence avec Nemo en 1984. On reviendra peut-être sur la façon dont ce rôle arrive jusqu'à vous. Puis se sont enchaînés Les Rois du Gag de Claude Zidi, Life Force du réalisateur américain Tobe Hooper, Le Cri du hibou de Claude Chabrol, qui vous vaut d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin en 1988, Le Chacal, qu'on vous cite souvent parce que vous y donnez la réplique à Richard Gere et Bruce Willis. Je m'arrête là parce qu'il y a une trentaine de films, une trentaine de téléfilms, puis du théâtre. Je disais en introduction que cette carrière d'actrice n'était pas du tout écrite, puisqu'en effet, c'est à 18 ans que vous tentez un casting sur les conseils d'une amie de vos parents. On cherche alors, pour le film Nemo, une blonde qui parle anglais. C'est-à-dire ce que vous n'êtes pas du tout à ce moment-là. Du tout, je parlais pas un mot d'anglais. Ni blonde, ni un mot d'anglais. Et comment ça arrive jusqu'à vous? Parce que cette femme est devenue agent. Et c'est une grande agent de cette époque et qui m'a remarqué quand j'étais dans les coulisses d'un théâtre, parce que mon père est auteur dramatique. Et donc, elle m'a remarqué, elle a dit, vous serez comédienne, vous serez comédienne. Et c'est devenu une blague pendant des années. Et jusqu'au jour où, effectivement, elle m'appelle. Moi, j'étais figurante dans un opéra alors que j'étais premier prix de conservatoire. Je commençais à déprimer. Je me dis, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour faire rien du tout, être dans un coin comme ça sur scène. C'était un peu minant. Et puis, elle appelle, elle dit, bon, et voilà, il cherche une blonde qui parle anglais. On dit, elle est complètement folle, mais elle a dû insister tellement, la pauvre. Bon, j'y vais, j'apprends phonétique un texte que je ne comprends pas. Et j'y vais et je suis prise. Ouais, c'est complètement hallucinant. Improbable, et là, c'est improbable. Ouais. Et là, je rentre dans un monde où les gens parlent et j'hallucine complètement. Je me dis, mais c'est fantastique. Et là, je commence à... Et puis, on me dit que je joue juste, etc. C'est incroyable. Et j'ai les premiers compliments de ma vie. Puisque quand, de qui précisément? Parce que vous jouez avec des grands dans ce film, quand même. Carole Bouquet, Michel Blanc. Enfin, je veux dire, c'est un tournage avec des grands acteurs, déjà très reconnus. Et Michel Blanc, d'ailleurs, me dit, t'es très douée, tout ça. J'ai même pas travaillé. C'était mon premier film, j'avais pas pris de cours, rien. Donc j'hallucinais que, d'abord, j'avais jamais eu de compliments vraiment, puisque quand on est danseur, c'est jamais bien. Donc, bon, tout à coup, ça m'a re-narcissisé un petit peu. Ce qui n'était pas écrit non plus, c'est qu'un jour, vous vous mettriez à écrire et à mettre en scène vos propres pièces de théâtre, vos propres spectacles. Je ne m'en sentais pas capable, je n'osais pas en rêver, avez-vous dit. Beaucoup d'humilité, finalement, dans votre départ, peut-être encore aujourd'hui, mais je vous connais moins. Mais quand vous commencez, vous êtes très humble. Mais alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites un jour, mais j'en suis capable? Alors, j'imagine qu'il y a un cheminement personnel, mais il y a bien peut-être des rencontres, des gens qui vous disent, mais t'en es capable? Non, personne. C'est vraiment... personne ne peut le deviner à votre place. C'est-à-dire que quand les choses sont tellement enfouies que vous ne savez même pas qu'elles existent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un contexte autour de l'enfance qui écrase et qui fait qu'on ne peut même pas s'autoriser à se projeter autrement que ce qui a été tracé pour vous. Et je pense que ça arrive à plein de gens et pas seulement dans le domaine artistique. Et moi, je me suis à un moment donné questionnée profondément, mais de façon existentielle et artistique, sur ce que je pouvais essayer d'apporter moi, qui était peut-être différent des autres. Et je crois qu'on a tous une singularité et que c'est là qu'il faut creuser pour trouver sa place. Et puis peut-être aussi que pendant toute la période où vous étiez actrice, étant donné que vous avez été prise dans une espèce de star system, de tourbillon, est-ce que finalement la célébrité fait perdre quelque chose ou fait se perdre soi-même? Ça, c'est une vraie question. Et c'est compliqué d'y répondre parce que aussi, là, sur le plan de l'image, on sait qu'être célèbre est un rêve pour beaucoup. Moi, je crois qu'on perd des choses. Je le vois notamment avec les comédiens, et c'est pour ça que je travaille, moi, comme metteur en scène, avec des comédiens pas connus, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner, à s'essayer à ce type d'aventure que je propose, avec du théâtre non-verbal, alors qu'un comédien connu, il a peut-être
peur de perdre quelque chose, peur de perdre un acquis, ne serait-ce que sa notoriété, de sa place, son statut. C'est compliqué. Et moi, pour l'avoir un peu vécu, ça m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, notamment par rapport aux rencontres. Quand on est célèbre, les gens vous regardent, viennent vers vous beaucoup, et ça vous empêche d'une certaine manière d'aller vers les autres, vraiment. Et moi, par exemple, sur le plan d'observation, j'adore observer. Je fais ça depuis que je suis petite, et je suis une ancienne timide, donc j'ai énormément observé. Et c'est ce qui me donne d'ailleurs des clés pour écrire et décrire les personnages, et qui me nourrit, et qui me passionne. Mais quand on est célèbre, c'est compliqué d'observer, par exemple. Donc d'une certaine manière, on se coupe un peu du monde. Vous avez même dit que l'écriture vous avait réparé et avait réparé votre estime de vous aussi, ce qui paraît fou, parce qu'on a l'impression que quand on est reconnu, finalement, l'estime, on l'a. Alors, je ferai une nuance entre être reconnu et connu. C'est pas la même chose. Être connu, oui, c'est un peu accessible, j'ai envie de dire, à beaucoup de gens et à n'importe quoi aujourd'hui, encore plus. Mais être reconnu, moi, la reconnaissance, je l'ai depuis que pour moi, depuis que j'écris et que je mets en scène. J'ai été connue, mais il y avait un malentendu, je pense, entre... Il y avait un biais, il y avait quelque chose qui... Comme je ne savais pas qui j'étais, que j'étais un peu apeurée, que j'étais très timide, et qu'on me disait qu'on voulait bien de moi, alors que je me sentais nulle et tout. J'avais un déficit de confiance et tout, qui fait que... J'avais l'impression que ça me réparait ponctuellement, qu'on me reconnaisse, qu'on me dise « Ah, vous êtes trop belle » et tout. Et ça vous gonflait. Et en fait, déjà avec le rapport avec les médias, on me questionnait toujours autour des mêmes sujets, mon shampoing, mon objet fétiche, enfin des conneries. Ou vos amours. Franchement, des conneries, j'en pouvais plus, ouais. Et il y a un moment où j'avais envie de parler d'autre chose. Et à partir du moment où j'ai fait mon premier spectacle qui s'appelait Open Space, là, on a commencé, mais du jour au lendemain, à me parler des conditions de travail dans un open space, des sujets qui m'intéressaient. Et ça a été un soulagement profond. Surtout qu'il y a eu une vraie reconnaissance du public. Je veux dire, très vite, vous devenez auteur de pièces de théâtre à succès. Donc j'imagine que ça a aussi orienté les choses. Justement, c'est cette complexité humaine que vous explorez dans Make Up, cette pièce qui se joue au studio Marigny à Paris. Je résume l'idée en quelques mots, et puis vous rectifierez, mais c'est en gros une journée de tournage vue depuis le Carloge Maquillage. C'est un endroit exigu où les acteurs se préparent avant d'aller jouer, quand ils jouent, et ils y attendent parfois des heures, se font maquiller, mais pas seulement. Ils discutent, se regardent dans un miroir et puis se créent aussi des relations nouvelles. Ce sont les coulisses de ce monde-là, du cinéma, que vous avez eu envie aussi de dévoiler au grand public ? Oui, parce que aussi, mais pas seulement. Il y a, je pense, du fantasme, bien sûr, autour du monde du cinéma, de l'aspect glamour. Et un jour, il y a un médecin, moi, qui est venu me voir parce que j'avais une grippe ou je sais pas quoi. Et il vient dans le Carloge Maquillage et il regarde autour, il dit « Mais... » Comme ça, il était tout étonné. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est ça. J'ai dit, comment ça, c'est ça? Il me dit, je sais pas, vous êtes Mathilde Amet quand même. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant. Il a dû... Qu'est-ce qu'il s'est imaginé? Et effectivement, c'est pas glamour toujours. C'est souvent, il y a des conditions climatiques, il y a surtout les corps de métier qui travaillent dans le cinéma, les métiers de l'ombre, où il y a une réelle pénibilité, des horaires impossibles, où il faut être confronté au froid toute la journée. On voit cette maquilleuse qui a très mal au dos, qui n'ose pas le dire, qui souffre, qui a un corset, etc. Il y a ça. Et puis, il y a le rapport au temps, qui est très étrange. À la fois, il faut être hyper speed parce qu'il y a une journée, il faut remplir le plan de travail et c'est quasi impossible. Il y a beaucoup de pression, d'argent en jeu, donc des gros enjeux financiers qui mettent tout le monde à cran. Beaucoup d'ego aussi. Moi, j'ai été frappée par cette relation du réalisateur à cet acteur qui arrive, qui est très célèbre, qui est acclamé avant d'arriver dans le Carloge Maquillage, et puis qui, du coup, auprès de qui tout le monde est aux petits soins, le bichonne en délaissant les autres. Vous l'avez vu, j'imagine, ça? Mais c'est-à-dire que les hiérarchies, là, elles sont très visibles dans ce milieu particulièrement parce que la célébrité, évidemment, ça crée... Il y a un fanatisme, on adule une star. Et ça crée des inégalités énormes. Et par ailleurs, mais de façon ostensible, on ne se rend même pas compte. Et un figurant va être complètement mis à l'écart, méprisé, on ne le calcule pas, on ne lui parle pas. Donc, je trouve ça intéressant de montrer ces hiérarchies-là, qui sont très exacerbées dans le milieu du cinéma, mais qu'on peut retrouver partout. Et puis cette actrice qui, elle, est tellement mise de
côté qu'elle ne jouera pas de la journée. On peut le dire parce que je spoile pas la pièce, hein, mais c'est vrai qu'elle est complètement mise à part. Et là aussi, on touche du doigt d'ailleurs un peu le sexisme dans le cinéma, peut-être. Elle est moins reconnue. Là, je ne crois pas que ce soit ça. Peut-être parce que le réalisateur est très proche de l'acteur et ils sont très potes. On sent qu'il y a une connivence. Mais elle, c'est un peu la casse-couille qui essaye de travailler. Elle essaye de réclamer. Elle le fait, elle essaye. Travailler, elle essaye tout au long de la pièce et c'est jamais le moment. Et puis après, on oublie de lui dire que la journée est finie. Et elle n'a pas tourné alors qu'elle s'est préparée toute la journée pour se mettre en état émotionnel et tout. Ça m'est arrivé, hein, qu'on oublie de me dire que c'est fini. Là, je vois tout le monde se démaquiller. Alors que j'ai bossé toute la journée en attendant. Parce que c'est pas une attente. On a l'impression que les comédiens attendent des heures, mais ils se préparent en fait. Quand ils sont pros. Hein. Bien sûr. Ça vous est arrivé sur quel tournage vous? Je ne sais plus, mais ça m'est arrivé. Vous n'avez pas joué? Vous prépariez dans ça arrive, bien sûr. J'étais en état, raccordée toute la journée, remaquillée, ça. Et on se prépare, puis on voit les autres qui se démaquillent. C'est fini. Il y a beaucoup de vous d'ailleurs dans cette pièce, j'ai l'impression, il y a de votre expérience. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que c'est du théâtre visuel, on l'a un peu dit, mais ça veut dire que donc il n'y a pas de dialogue au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a pas de parole intelligible. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots, non. Ce qui est très perturbant au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on se laisse complètement embarquer dans la pièce. Et les acteurs, j'imagine que ça leur demande un travail particulier. Oui, mais ça les met tous au même niveau. C'est-à-dire que là, dans cette approche, tout le monde est débutant. Alors, il y en a eu 2 qui ont travaillé avec moi avant, qui étaient plus aguerris à l'exercice. Mais c'est un exercice, effectivement, de renoncer à certaines béquilles, mais que je demande aussi aux spectateurs. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aussi aux spectateurs d'être peut-être légèrement déstabilisés, comme vous l'avez été, pour ensuite avoir accès à d'autres sens et solliciter d'autres sens. Et ça oblige à une autre acuité. On est habitué, évidemment, à voir les mots, surtout en France. Le théâtre est très dans le verbe, etc. Mais on connaît ça. Moi, j'ai envie de proposer autre chose parce que je pense que tout est parlant et qu'il n'y a pas que les mots qui permettent de se rencontrer. Est-ce que même la parole ou les dialogues ont été dévoyés? Est-ce que c'est aussi parce que il y a de la parole creuse, trop de paroles? Moi, je trouve. C'est aussi ça que vous recherchiez, c'est-à-dire dire aux gens, cessez de parler, écoutez-vous. Mais oui, entendez, regardez, observez, parce que tout raconte quelque chose, un geste, une attitude, et puis on a des sens, on est en possession on a des moyens, des grilles de lecture pour mieux se comprendre, hein, qu'il faut aiguiser parce que la parole, parfois même, elle anesthésie. Quand elle est récurrente, il y a même une musique qui nous endort un peu sur les chaînes d'infos. Il y a un ton journalistique. Il y a, je pense, dans notre environnement sonore, plus de paroles creuses que de paroles sensées. Il faut aller les chercher, les paroles sensées. On va aller sur un terrain un tout petit peu plus personnel au travers d'une archive qui nous a été transmise par nos partenaires, qui sont les archives nationales. Alors, vous n'allez pas voir tout de suite, mais je vais le décrire pour vous et pour le public qui nous écoute. C'est un document qui date du 1er avril 1879. Il s'agit du décret autorisant Gustave Eiffel à changer de nom, car peu de gens le savent, mais il s'appelait Gustav Bonnickhausen. Une consonance allemande qui le gênait beaucoup, parce que cela mettait le doute sur sa nationalité française et sur sa loyauté envers son pays. On a pensé à ce document pour vous parce que vous aussi, vous avez une drôle d'histoire avec votre nom et votre prénom, puisqu'au départ, vous vous appelez Karine Haïm. Et le prénom, c'est d'abord vous qui avez envie de le changer quand vous avez quoi, 7-8 ans, c'est ça? Vous demandez à vos parents de changer de prénom. Je dis, je n'aime pas mon prénom. Ce qui arrive, je pense, à beaucoup d'enfants. Et qui, je crois, avec le recul, est une forme de questionnement sur le sens de son existence, puisque quand on choisit d'avoir un enfant, le nommer fait partie du choix d'avoir un enfant, je pense. Et là, je questionne parce que Karine est écrit à la suédoise et que ma maman, avec un K, qui est suédoise, ne me parle pas suédois. Donc peut-être qu'il y a un lien, un questionnement là. Et donc je dis, je n'aime pas mon prénom. Et là, on me dit, change. Mais c'est-à-dire que vous regrettez après coup que vos parents aient cédé facilement à peut-être ce qui est un caprice de petite fille, quelque chose comme ça? C'est pas un caprice, je pense que c'est un questionnement caché qui était compliqué à entendre peut-être à l'époque pour eux. Et je ne leur en veux pas du tout parce que je comprends pourquoi ils ont accepté
ce changement. Pourquoi d'après vous? C'est un peu psychanalytique, hein, mais c'est peut-être parce qu'il y avait un souci d'intégration tellement fort de la part de ma maman, de se sentir française, d'être française. Comme par hasard, qu'est-ce que je choisis? Je choisis Mathilde, qui est vraiment franco-français. Donc je pense que d'une certaine manière, je rejoins son désir d'intégration. Et ce qui est drôle, c'est que votre nom, Haïm, c'est le producteur du premier film, Nemo, Claude Nedjar, qui convainc vos parents de le transformer en mai. Oui, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il dit, moi j'ai eu cette idée, et les parents disent, oui, c'est très bien, merci, merci. Alors que Haïm, en hébreu, ça vient du mot Chai, qui veut dire la vie. Est-ce que là aussi, vous avez eu des regrets ou j'ai un nom, un prénom, c'est une identité forte, et là, on vous a enlevé les deux? Enfin, on vous a enlevé. Oui, les deux. Mais tout à fait. Et vous êtes la première à le soulever de cette manière, parce que souvent on me dit, oh, mais c'est très joli et tout ça, mais c'est pas la question d'esthétique. Effectivement, le prénom et le nom sont à la fois une transmission, une histoire, une généalogie, voilà, une culture. Enfin, ça raconte beaucoup de choses. Et là, j'avais effectivement Karine qui racontait la Suède, et Haïm qui racontait voilà, l'histoire juive de la part du côté de mon père. Et donc il y avait ce mélange qui me constitue, qui effectivement a volé en éclats. Donc il a fallu après que je reconstruise une autre identité finalement. Un retour en arrière, c'est pas envisageable. Que je fasse le mélange, quoi. Un retour en arrière, non, c'est pas. J'y ai pensé. C'est vrai. Mais finalement, je me dis que c'était plus compliqué, en fait. J'ai fait tout le travail pour que Mathilde Amé rencontre et Karine Haïm vivent ensemble et cohabitent sereinement. Donc, voilà. Oui, pas de retour en arrière, ce serait quand même un peu fatigant, là aussi. Alors, j'ai des photos à vous montrer. Et la première, c'est celle-ci. Le chanteur Prince, musicien de génie, auteur, interprète, danseur, né dans le Minnesota en 1958, mort jeune, à l'âge de 57 ans. C'était en avril 2016. Il a marqué toute une génération. Je le dis pour le public qui ne le connaîtrait pas. Et vous l'avez rencontré. Vous avez même travaillé avec lui. Travailler, c'est un grand mot. Il m'a proposé de chanter et voilà, sur une musique. J'ai eu la chance, de le voir travailler, mais il n'a pas marqué seulement une génération, il a marqué la musique. Alors, si vous me lancez sur le sujet... Mais je sais que vous êtes intarissable. 8 heures d'émission. C'est une rencontre qui vous a vraiment marqué. Vous, la passionnée de musique, parce que vous êtes une passionnée de musique, et ça se sent aussi d'ailleurs dans le spectacle, qui est très musical. Absolument, c'est vraiment le fondement de mon ADN. Je ne peux pas vous décrire, je ne peux même pas dire que j'aime la musique, c'est trop peu. C'est comme si on me demandait si j'aimais respirer. Non, Prince, c'est plus qu'une rencontre. J'ai envie de dire que la rencontre humaine est presque anecdotique par rapport à l'impact artistique. La rencontre, elle est d'abord artistique. Et avant que je le rencontre, j'ai sa musique, l'éclectisme de son approche, sa liberté, le décloisonnement des genres. Ça a été un enseignement profond et qui a contribué à aussi ma façon d'aborder le spectacle vivant et de m'affranchir de certaines chapelles en cassant les codes entre la danse, la musique. Alors, je ne suis pas la seule à faire des spectacles hybrides, mais pour Prince et sa vision large, ouverte de toutes les musiques. Et moi-même, j'ai des goûts très éclectiques musicaux, et tout ce que j'aime se retrouve dans la musique de Prince. Une deuxième photo. Alors là, c'est Romy Schneider, actrice franco-allemande, morte en 1982, qui a marqué la grande histoire du cinéma par ses rôles, sa beauté, ses fêlures aussi. Elle a notamment donné son nom à un prix que vous avez reçu en 1989, attribué aux espoirs du cinéma. Elle aussi, elle a un peu subi l'étiquette d'actrice juste belle et qui n'a pas grand-chose à dire. Et quand on lui propose d'ailleurs de tourner le 4e volet de Sissi, Impératrice, elle trouve la force de dire non. Elle aussi, parce que ça la renvoie en permanence à sa beauté, à ce que le public attend d'elle, une image de jeune femme. Dans son journal intime, elle avait écrit ceci: « En réalité, j'étais simplement en avance sur mon temps. À une époque où il n'était encore nulle part question de libération de la femme, j'ai entrepris ma propre libération. J'ai forgé moi-même mon destin et je ne le regrette pas. » Ça nous a fait penser à vous. Moi, j'ai forgé... J'ai commencé à décider de faire ce que je voulais, d'être à l'écoute de mes désirs, vraiment
à partir de 40 ans. Hein. Elle s'est affranchie plus tôt, je crois, de cette cage esthétique. Et elle a pu faire d'ailleurs des rencontres magnifiques avec des réalisateurs qui ont vu autre chose que sa beauté, Sautet, etc. Moi, j'ai pas réussi ça en tant qu'actrice tant que ça. C'est ensuite en réfléchissant à ce que je pouvais faire, moi, ce que je pouvais proposer, comment raconter des histoires, que là, j'ai eu l'impression d'être un peu plus maître de ce qui m'arrivait. De votre destin. Allez, une dernière image. Cette couverture du magazine Le Film Français, Objectif Reconquête, avec 7 grands noms du cinéma, mais des noms masculins que des hommes. J'imagine que vous l'avez vu passer, cette Bien une, sûr, elle a fait polémique. Oui. Vous aussi, vous avez été heurté en voyant ça? Évidemment, c'est totalement étrange à ce point. Alors oui, ce sont des grands noms, moi je les admire tous, ces hommes-là. Mais la reconquête du cinéma, il va falloir quand même se mettre à jour sur la réalité des choses, qui est qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices aujourd'hui qui sont l'avenir du cinéma, parce que justement, elles apportent... Enfin, c'est absurde de faire abstraction du réel à ce point. Et de ne pas s'en apercevoir à la publication. Si vous deviez prendre une photo avec que des femmes, vous, parce qu'après tout, peut-être qu'on... Ce serait qui? Vous aimeriez être avec qui? Aux côtés de qui? Comme ça. Je sais pas, je pense à Zabou Breitman, qui a vraiment eu un parcours qui fait un peu écho au mien, où elle était considérée... C'est une actrice extraordinaire, mais ça a été longtemps une actrice de comédie, la petite jolie brune sympathique, actrice de comédie, et puis elle s'est affranchie de ça et elle est passée à l'écriture et mise en scène avec beaucoup de talent. C'est vraiment, c'était pas forcément prévisible. Qui d'autre? Agnès Jaoui, Catherine Deneuve, Sylvie Testu, je sais pas. Agnès Jaoui, oui, qui a vraiment... J'aime beaucoup l'idée aussi de cette collaboration, ce binôme complémentaire qu'elle a formé avec Bakri et la considération qu'il avait pour lui et comment il est devenu sa muse. J'aime bien cette inversion aussi. Une dernière question qui cette fois est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu: la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous intéresse, qui vous parle, que vous mettez en scène, que vous avez envie de mettre en scène, quelque chose qui vous parle? Sagesse, prudence, vertu, justice, éloquence. Justice. Tout ça est très important. Moi, la sagesse, alors je suis un peu... très intéressée par la philosophie, donc je pense à la sagesse comme une vertu, une quête, une vertu, une quête, une recherche, la recherche d'une vie, le recul, la distance. Je crois que c'est ce que l'actualité brûlante, sans cesse renouvelée, nous empêche d'avoir, justement. C'est cette distance, ce recul. Et c'est votre choix aujourd'hui. Merci infiniment, Mathilde Amet, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce joli moment ici dans le Dôme tournant au Sénat. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en podcast. Vous le savez maintenant. À très vite sur Public Sénat.